l'impression, quand on voit les enfants, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des efforts de fait là-dessus. Les McDo, ils sont, excusez-moi, sont tous remplis. Les enfants ne mangent pas obligatoirement très bien. Moi, j'ai pas l'impression. Peut-être que c'est les parents qui se sont rendus compte, je sais pas, qui font peut-être des efforts. Peut-être que les enfants. On sait très bien que les cantines, malheureusement, tout on ça, n'est pas tous égaux. Tout dépend du milieu d'où on vient aussi. Voilà, et que l'obésité ne concerne pas obligatoirement les classes favorisées, puisque c'est plus facile, on a plus d'argent pour s'acheter à manger, des légumes, etc. Et puis même dans les écoles, ils font attention maintenant dans les cantines. Faut voir comment les enfants ils mangent dans les cantines. Voilà. Madame, vous avez remarqué qu'il y avait un petit peu moins d'obèses en France ou pas? Non. Pas du tout. Non. Bon, personne. Écoutez, on va quand même se faire confirmer. Le contraire. On va se faire confirmer cette étude de l'OCDE, mais plusieurs journaux la relatent. Alors, il y en a beaucoup moins aux États-Unis, c'est super flagrant. Aux États-Unis, dans toutes les rues, quand on se balade, il y en a partout. Moi, je trouve qu'en France, on est quand même. Oui, il y en a beaucoup moins. Quoi. Non, mais déjà, au départ, avant 2000. Enfin, avant qu'ils nous disent qu'effectivement il y a moins d'obèses en France, que ça a diminué, on sait obligatoirement qu'il y a moins d'obèses par rapport aux États-Unis. Voilà, ça c'est une réalité. Les pourcentages sont inférieurs quand même, et encore heureux. Mais maintenant que ce pourcentage est diminué en 10 ans, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Donc il faut vérifier. On vérifie. Il faut vérifier. On vérifie. Madame Keller. Vous avez fait grève hier, vous? Je suis retraitée, donc. D'accord. Monsieur, vous avez fait grève hier? Non, c'est terminé. D'accord. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient grève. Mais je serais allée à la manifestation. Vous seriez allée si nous n'avions pas été si occupés par notre journée de demain. D'accord. Évidemment, la retraite, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cela dit, bon, il y a une querelle de chiffres, vous savez, presque 1 million et 3 millions de l'autre côté. Bon, c'est toujours comme ça. Chaque manifestation. Reste à savoir si ça sert à quelque chose. On va voir avec quelques questions pour les Sonia. Ça ne le fera pas réfléchir. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la retraite à 62 ans. J'espère que ça va bouger quand même. Ça va avoir un impact. Ça sera un impact limité. Je pense pas que ça fasse changer grand-chose. Je n'en ai absolument aucune idée. L'essentiel, je pense que c'est de se mobiliser. C'est ça le plus important. Tout est déjà bien voté, bien en place. Une grève, ça sert toujours à quelque chose. Je suis pas Nostradamus. Douter sûrement, mais réfléchir, je sais pas. Peut-être le Sénat va amender un peu le projet. C'est ce que j'espère. Non, ça fera pas pencher le gouvernement. Malgré nos choix, la population est toujours après. Ils sont fermes sur leur prix. Ça risque d'être un peu délicat en fait. Je pense qu'il y a eu moins de mobilisation hier qu'auparavant. Ça peut débloquer la chose. C'est une décision qu'il faut prendre. Les luttes ont toujours payé un jour ou l'autre. De façon générale, j'ai pas eu l'impression que les dernières grèves, elles avaient un impact particulier sur les décisions qui étaient prises au gouvernement comme au Parlement. Moi, je trouve qu'on est extraordinaire en France parce qu'à chaque fois, on est partagé. C'est toujours à peu près du 50-50 et c'est ça qui est bien peut-être. Ça qui est bien peut-être en France. Bon, la prochaine mobilisation, on l'a su tout à l'heure, le 2 octobre, c'est un samedi pour ceux qui voudront. Et sinon, mais là, ça cassera les pieds à plus de monde quand même au niveau des transports, bien sûr. Je fais pas de politique là-dedans, je parle justement des transports et des galères sur les routes, par exemple, également pour les automobilistes. Mais ce sera le mardi 12 octobre. Martine, un endroit qui ne connaît pas le métro, Courance. Oui, alors Courance, le château de Courance et son parc, très connu aussi, près de Milly-la-Forêt. Alors, le week-end dernier, c'était les Journées du patrimoine. J'en ai parlé un petit peu, c'est vrai, mais je voulais revenir sur le sujet parce que demain, ce week-end, c'est un week-end aussi exceptionnel pour le château de Courance, puisqu'il y a eu une modification, une création. Comment dire, c'est pas une rénovation, c'est pas une restauration. On va regarder le reportage. Petite révolution dans le monde du patrimoine architectural, l'apparition il y a quelques mois de 3 magnifiques lucarnes sur la façade d'entrée du château de Courance. Pour la petite histoire, ce château construit sous Louis XIII en 1628 a subi de multiples métamorphoses au fil des siècles entre construction et restauration. En 1948, Jean-Louis de Ganay, l'actuel propriétaire, hérite d'un domaine en très mauvais état. Mon père, profitant des travaux de restauration obligés après la guerre, simplifie le parc, simplifie le château.
mais lui-même, les années passant, a jugé qu'il avait peut-être un peu trop simplifié, et grâce à la complicité d'un historien et d'un architecte, on a pu défendre cette idée un peu aventureuse de revenir à un état, non pas un original, mais un état historiquement avéré des années 50. Cet été, Courance a ainsi vu réapparaître sur sa façade 3 fenêtres réalisées d'après les dessins cotés de détailleurs du 19e siècle. Des travaux supervisés par l'architecte du patrimoine Antoine Jouve et l'historien Alexandre Gady. J'aimerais bien que ça puisse désinhiber d'une certaine façon d'autres propriétaires. Il ne s'agit pas d'inventer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, mais on puisse se permettre de jouer avec ce que l'on a, parce que si c'est juste le propriétaire, c'est simplement un rôle de conservation et on touche à rien, c'est pas très inspirant. Un chantier unique dans l'histoire de l'architecture, ce château étant classé au monument historique, un cas qui pourrait bien inspirer d'autres propriétaires. Alors, oui, effectivement, un cas unique. Et pourquoi vous dites oui, je ne vais pas poser une question. Non, je me la suis posée dans mon fort intérieur. Et donc, effectivement, c'est un chantier unique parce que c'est un château classé au monument historique et que normalement, il n'y a pas de création supplémentaire sur les murs. Nous, normalement, on restaure, éventuellement, avant justement que ces châteaux étaient classés au monument historique, il y a eu beaucoup d'ajouts de bâtiments. Mais ça peut effectivement donner envie à certains propriétaires, puisque c'est fait, il n'y a pas eu de problème de faire des modifications sur leurs monuments. Alors, j'ai essayé d'obtenir le coût des travaux. Je n'ai jamais réussi à obtenir le coût des travaux. C'est secret. Alors moi, ce qui me fait rire un petit peu dans ce château... Non, c'est secret. C'est tenu secret. Hein. À mon avis, ça a dû coûter une grosse somme d'argent. Beaucoup d'argent. Et alors, il y a quand même un peu... ça pourrait éventuellement choquer certains passionnés du patrimoine, parce que c'est vrai qu'en contournant ce château, on voit effectivement 2 beaux Velux dans la toiture. Oui, des petits Velux. Bien sûr, ils se fondent un peu au toit, mais ça reste quand même des Velux. C'est le gardien qui a fait ça en douce? Non, je pense pas. Hein. Donc voilà, c'est un peu marrant. Surprenant. C'est un peu quand même surprenant pour un château classé au monument historique, qui a peut-être des subventions, certaines subventions de l'État. Alors demain, voilà, c'était un petit aparté, dimanche 26 septembre, donc il y a cette inauguration du nouveau château qui sera ouvert donc de 10h à 18h, avec une exposition, toute l'histoire des métamorphoses du château va être tracée, avec des panneaux. Et une visite guidée par Valentine de Ganay, et oui, Valentine de Ganay elle-même, la châtelaine, et Antoine Jouve, architecte des monuments historiques. Voilà, bon, c'est vrai que ça mérite le détour quand même, il faut aller voir, c'est une curiosité. Vous venez de le dire, la châtelaine mérite le détour. Oui, si l'on peut dire. Merci Martine. On va parler en compagnie de El Hadj à présent, de ce pasteur un peu cinglé. Beaucoup cinglé, aux États-Unis, celui qui voulait brûler les Corans, autrement dit, un événement d'actualité perçu par un ado, c'est tous les jours des collégiens de Paul-et-Nuart à Vigneux qui se prêtent à l'exercice. C'est parti pour Actu Jeune. Je vais vous parler de l'hommage au 11 septembre sous tension. Pourquoi c'est sous tension cette année? Parce qu'un pasteur voulait brûler le Coran. C'est qui ce pasteur? Tu as des infos sur lui? Oui, c'est un pasteur d'une église de Floride. Alors pourquoi il a voulu faire ça? Comment il a décrit son geste? Il a voulu faire ça pour le 9e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001 après la fête du Ramadan. Pourquoi il a voulu faire ça, à ton avis? Quel symbole ça représente de brûler le Coran? Ça représente rien. C'est comme si nous on brûlait la Bible. Ça représente quelque chose quand même, c'est important, non? Oui. Le Coran, ça représente quelque chose de sacré. C'est violent. Je crois que tous les musulmans sont des terroristes et que nous. Tu penses que c'est la position du pasteur? Non, de tout le monde. Tu crois? Oui, mais surtout du pasteur. Tu penses quoi, toi, de cette façon d'exprimer ses idées? Que c'est violent. Ça m'a choqué.
Bah, ça l'a choqué, et ça a choqué évidemment énormément de monde. Donc un autre ado, un autre collégien de Paul-Éluard à Vigneux, lundi prochain. La BD avec Alexandre Machefel. Bon, véritable passionné depuis combien de temps? L'enfance, on va dire, depuis l'enfance, et puis ça a évolué, on lit plus tout à fait les mêmes choses, passer de temps à des choses un peu plus sérieuses. Moi aussi, mais je fais partie de ceux qui étaient passionnés quand ils étaient petits, avec les Pirou, et puis j'ai pas suivi, et quand on me dit, regarde, ça c'est un tel et c'est génial, pour moi c'est comme des mangas, j'arrive pas à m'y mettre, je sais pas pourquoi, il faudrait peut-être que vous me donniez des cours. Hein. Alors aujourd'hui moi je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Didier Super, je voulais savoir si vous le connaissiez un petit peu, le personnage ou pas trop. Super, il s'appelle Super, Didier Super. Il est bien, oui. Je l'ai vu sur scène, moi. Vous l'avez vu sur scène? Je vous propose de regarder un petit extrait d'un de ses morceaux qui présente un petit peu le personnage. Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués. Les Romanos, les artistes et les putes. Les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes. Y en a des biens. Y en a des biens. Y en a des biens. Y en a des biens, bien, bien. Les esthéticiennes, comme les gonzesses, plus comme qu'une blonde. Les mecs, encore plus qu'aucune esthéticienne, comme beaucoup de mecs. Donc c'est un espèce de super anti-héros en fait de la chanson française, donc avec des paroles complètement décalées, qui fait un look ringard sur scène, enfin complètement à côté de la plaque. Il a présenté ce premier album au Festival des Primeurs. Tout à fait, premier album, Mieux vaut rire que s'en foutre, en 2004, j'ai appris par cœur. Et donc voilà, donc c'est quelqu'un, moi j'ai une citation qui me faisait bien rigoler, il considère que le progrès c'est mieux que la trithérapie, plutôt que le bûcher, enfin il préfère aujourd'hui la trithérapie plutôt que le bûcher autrement, enfin voilà, c'est comme ça qu'il considère le progrès. Je trouve ça assez rigolo. Je vais vous parler de lui pas pour sa musique, mais parce qu'il sort une bande dessinée, le monsieur, il sort une bande dessinée sur lui, donc ça s'appelle La vraie vie de Didier Super, donc c'est sorti le 22 septembre, donc avant-hier. C'est chez Delcourt, donc c'est un one shot, donc c'est-à-dire une seule bande dessinée, c'est pas en plusieurs tomes en fait. Donc il n'y a qu'un ouvrage, donc c'est le scénario, c'est lui qui l'a écrit avec des dessins de Emmanuel Rezet. Donc je me suis posé un petit peu la question après avoir lu si c'était vraiment sa vraie vie, si ça relatait de faits réels ou pas. Alors j'ai pris une planche de sa bande dessinée qui est une anecdote qui s'est passée au Fou du Roi, donc sur France Inter, l'émission de Stéphane Bern, donc c'était en 2008, et j'ai récupéré donc l'émission de radio qui avait été enregistré et que j'ai mis sur les planches de la bande dessinée pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors pour situer l'histoire, donc Didier Super arrive donc sur les studios de France Inter, voit avec la programmatrice veut qu'il chante son tube du moment, Je veux être une star, lui veut pas, il veut chanter sa dernière chanson, c'est Clochard, Clochard. L'altercation arrive, finalement Didier, pour faire plaisir à la programmatrice, accepte de chanter sa chanson Je veux être une star, et voilà ce que ça donne. Je veux devenir une star. Moi, pas tout. Je peux en faire une autre, parce que je me rappelle pas. Okay. Moi, je vais vous faire ma chanson contre les clochards. Clochard, clochard, quand on fait rien pour pas le devenir, ben c'est comme ça qu'on le devient. Clochard, clochard, et regarde, les juifs, eux au moins ils ont un pays. Au moins on aurait du courrier là. Ouais. Donc voilà, preuve en est, c'est le Anard avec un grand A. Voilà, tout à fait. Et puis donc c'est vraiment sa vie, c'est vraiment ses histoires, ses anecdotes qui lui sont arrivées. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Après bon, on aime ou pas le personnage, c'est un ton assez particulier quand même. Donc voilà pour Didier Super. Et puis une autre bande dessinée que j'ai envie de vous présenter. Donc c'est le nouveau Johannes Farr. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu Johannes Farr. Il a fait des best-sellers comme Le Chat du Rabbin, par exemple, récemment au cinéma en tant que réalisateur sur le film Gainsbourg. Et là, il vient donc avec une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Chagall en Russie. Donc là, c'est pas un one-shot cette fois-ci, ça va être une série. Donc là, c'est le tome 1 qui sort ce mois-ci.
Donc c'est totalement différent que Didier Super. Là, c'est un conte juif en fait, qui parle pas de Chagall, mais de Marc Chagall, qui est un peintre très amoureux d'une jeune fille et qui voudrait bien se marier avec elle. Sauf que le père de la jeune fille veut la marier avec un bon juif qui a un bon métier. Sauf que le problème, c'est que le pauvre Marc Chagall, il est peintre et que le père considère pas la peinture comme étant une source de revenus fiable. Il va donc falloir choisir pour notre héros Marc Chagall entre son amour ou son métier. Donc voilà, donc c'est un conte fabuleux, plein d'interrogations pour notre héros et voilà. Il n'est pas sorti encore, si? Non, il va sortir ce mois-ci. Le Didier Super est sorti, voilà, avant-hier. Merci Alexandre, à la prochaine. Bon, il faut que je m'y mette. Hein. Keltoum, alors des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup de plans week-end. Alors quelques-uns, on va commencer par, alors si je vous dis par une artiste qui se produit à Étréchy ce week-end, notamment samedi, si je vous dis chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, Petite Sœur, Le Sang Chaud, elle a joué elle a fait quelques featuring. Voilà, très bien. Voilà, oui, et donc voilà, et Lame qui avait joué dans le court-métrage d'un jeune réalisateur ulyssien, Fid Aboulayan. Et donc Lame se produit à l'espace Jean Monnet à Étréchy, samedi 25 à 17h. Je vais vous proposer de regarder un petit extrait de deux morceaux de ceux qui ont marqué les esprits. Et on écoute. Et on regarde. Petite sœur, je connais ta peine, ta douleur. J'avais la mer dans mon cœur. C'est toi et moi, petite sœur. Toi et moi, petite sœur. Petite sœur, je sais comme ça brûle à l'intérieur. J'ai eu le temps d'apprendre de mes erreurs. C'est toi et moi, petite sœur. Toi et moi, petite sœur. J'ai plus d'un tout dans mon chapeau. Je je tête haute, je t'ai appris de mes fautes, mais je n'ai pas toujours eu le choix. J'ai dû me battre, qu'est-ce que tu crois? J'ai dû crier, défendre mes droits. Maintenant je vis ma vie comme je la vois. Et l'âme, tu sais, c'est la même pour moi. Entre drame et tourment, c'est un énième tournoi. J'ai pris des tournants et des virages, car sur ma route, je sens le mauvais œil qui me dévisage. Écarté de la vie de quartier, regardez, on a su garder notre fierté. Voilà Lame qui chantera ses meilleurs morceaux. Donc samedi à 17h à l'espace Jean Monnet à Étréchy. Il reste pas mal de places, enfin il reste des places. Les tarifs c'est 10 et 20 euros. Il y a un numéro de téléphone si vous voulez plus d'infos. On va continuer on va rester dans la musique avec El Señor Igor. Alors là, ça se passe ce soir à 20h30. Il vous reste encore du temps. C'est pour l'ouverture de la saison culturelle de la MJC de Corbeil-Essonnes. Donc voilà, qui propose une soirée festive au cours de laquelle sera présentée la saison 2010-2011. Et c'est El Señor Igor qui était venu sur notre plateau. Exactement. Et voilà, c'était l'an dernier. On va regarder le titre donc à Téléphone qui s'intitule Comme les autres. Puis à moi qui ne sais pas bien, une chose est sûre, oh j'aimerais bien ne plus me poser certaines questions, vivre à la hauteur de mes ambitions. Qu'on ne me dise pas que ici tout est joué d'avance, qu'on ne me dise pas que tout dépend de ta naissance, qu'on ne me dise pas que tout est question de chance, qu'on ne me dise pas qu'en vérité c'est plus dur que l'on pense, qu'on ne me dise pas que ici tout est joué d'avance, qu'on ne me dise pas que tout dépend de ta naissance, qu'on ne me dise pas que tout est question de chance, qu'on ne me dise pas qu'en vérité c'est plus dur que l'on pense. Des coutumes ne... Ce soir 20h30 à la MJC de Corbeil-Essonnes et puis en plus l'entrée est gratuite. On va continuer avec les 16e rencontres entomologiques Bourse Exposition Internationale d'Insectes pour tous les passionnés. En 15 ans, c'est devenu la bourse d'exposition de référence mondiale. C'est le rendez-vous incontournable des collectionneurs d'insectes. Voilà. Et puis il y a plusieurs pays. Il y a plus d'une centaine d'exposants, 16 nations, Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Iran, Italie, Japon, Liban, Lituanie, Mexique, Serbie, Slovaquie, République tchèque, Russie, Ukraine. Voilà, ils seront tous présents. Samedi de 9h30 à 19h et dimanche de 9h à 17h30. Ça se passe à l'espace Jules Ladoumègue, c'est à Juvisy-sur-Orge. L'entrée c'est entre 1 et 4 euros et voilà, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Il y a un site internet qui est à votre disposition.
Est-ce que j'ai le temps pour quelques autres rendez-vous? Notamment, il y a le concert spécial Légende, gospel et rock'n'roll des années 50 et 60, avec plusieurs artistes et les plus beaux titres d'Elvis Presley. Il y aura Patrick Woodell, Nancy Holloway, c'est l'invité d'honneur des Silver Stars et The Voices. Nancy Holloway? Oui, ça se passe samedi à 20h30, c'est au Théâtre des Tempes, tarif 11 et 14 €. Et il y a un numéro de téléphone, le 01 69 92 69 07. Il y a également la fête des associations à Paris-Vieille-Poste samedi et dimanche. Et je vais terminer par un événement, un rendez-vous qui se déroule ce week-end. C'est juste à côté, c'est à Paris, c'est plus particulièrement au jardin des Tuileries, qui se transforme en un immense jardin pour enfants. Voilà, c'est une première, c'est gratuit, c'est ouvert de 10h à 18h. Il y a 700 mètres carrés d'espace jeu, de bien-être et de découverte. Alors on pourra rencontrer des professionnels du monde de l'enfance, il y aura des ateliers découverts et loisirs. Et voilà, c'est juste une grande marque de couches qui organise cet événement. J'adore votre discrétion, une grande marque de couches. Voilà. D'accord. Merci Keltoum pour toutes ces précisions concernant ce qu'il y a à faire ce week-end. Vous étiez à Paris au Jardin des Tuileries. On va revenir dans le département en compagnie de Philippe Bello. On est bien chez nous. Mon parc traversé par l'Yvette était le rendez-vous de chasse préféré de Louis XIV. Un lieu dans Palaiseau. Ah bah c'est un peu plus bas. Et c'est-à-dire, c'était quel endroit? Ça va être comment ça s'appelle au parc de Lozère, là, vers le parc de Lozère, sûrement. Je pense qu'il faudrait vers la piscine. C'est par là qu'il y a l'Yvette. Oui. Mais par contre, je ne vois pas de maison bourgeoise. Il y a la maison Georges Sand qui est pas loin. Il y a le moulin de la Planche. Ah oui, il y a le moulin de la Planche qui est à côté de... Mais c'est pas un château, ça, le moulin de la Planche. Chez Lily, oui. Chez Lily. Tiens, je crois qu'on tient le bon bout. Regarde, hôtel Le Moulin de Lily. Oh, ça a l'air sympathique. Dis-donc, regarde ça. Mademoiselle, bonjour. Téléphone, l'émission On est bien chez nous. On avait une énigme à résoudre. Mon parc traversé par l'Yvette était le rendez-vous de chasse préféré de Louis XIV. Et on nous a dit que c'était ici, le Moulin de Lily. Oui, tout à fait. C'est l'hôtel Le Moulin de Lily qui détient 15 chambres. Donc... Ah oui, là c'est clair. On est sur les pistes. Ouais, une chambre côte de montagne, donc là qui a été montée pour 5 personnes, parce qu'il y a aussi un délire enfant. Et là qu'est-ce qu'il y a Ici, c'est un sauna. Un sauna. Oui, donc c'est un sauna de 3 personnes. Enfin, c'est super luxe quand même. Louis XIV était un passionné de chasse. Il chassait au moins 3 fois par semaine et il lui arrivait d'abattre 250 pièces dans la journée. Souvent en forêt de Meudon, mais aussi à Palaiseau, où le moulin de la Planche, ancien nom du moulin de Lily, était un lieu qu'il appréciait tout particulièrement. Aujourd'hui, au bord de l'Yvette, les amoureux du calme et du dépaysement y passeront un séjour inoubliable. Bien, merci Philippe et à lundi. À vous, JB, deux invités pour terminer l'émission. Deux invités. Ça swing. Deux musiciens donc de Chilly-Mazarin finalement, vite à côté, juste à côté de Massy. Alors Paul Pechler donc est auteur, compositeur et interprète, et puis Esteban est bassiste. En fait, vous avez formé votre groupe à peu près en 99, c'est ça, avec une variante. Il y avait aussi Capucine, qui est votre fille d'ailleurs, et là maintenant il y a une évolution du groupe parce que Capucine n'est plus là. Voilà, donc on a commencé à jouer ensemble en 99 avec Esteban, Capucine et le frère de Capucine qui faisait la batterie. Oui. Et on a joué pendant 10 ans avec cette formation-là. Capucine est parti s'installer au Canada et en fait on a continué à jouer à 3. Alors vous êtes un grand musicien, vous aviez aussi formé le groupe des Dogs, c'est ça? Voilà, donc moi je joue depuis très très longtemps et j'avais déjà fait un album avant de jouer avec Capucine. Et j'ai joué avec pas mal de gens aussi, donc les Dogs entre autres. Alors moi je vous avais rencontré donc en 2007 à Chilly-Mazarin, c'était à la MJCL. Je propose de regarder juste un extrait. Il y a Capucine qui chante, donc la chanson ça s'appelle Tout va de travers et c'est vous donc qui avez écrit les textes. Voilà, exactement. Chose
ménage. Ouais, là on était vraiment dans le rock'n'roll très dynamique. Sur cet album-là, donc vous avez gardé la même ligne, mais c'est plus soft, c'est beaucoup plus chanson. Oui, alors disons que j'écris toujours les chansons avec une guitare sèche, mais elles sont toujours faites pour être jouées électriques. Mais c'est vrai que depuis un moment avec Esteban, on joue beaucoup en acoustique, et ce qui fait qu'on a été amené à faire des chansons acoustiques. On trouvait que ça sonnait pas mal aussi. En fait, vous avez la possibilité d'avoir des formules vraiment acoustiques ou amplifiées. C'est très important de garder... Voilà, on a une formule qui est très libre, c'est-à-dire qu'on est trois. Donc il y a Esteban, il y a Paul et il y a moi. Et on peut jouer... alors la formule la plus simple, c'est quand je suis tout seul. Ensuite, on joue souvent à deux en acoustique. Et on peut jouer aussi en électrique avec la batterie, avec la même chose que ce qu'on a vu là. Oui, il n'y a pas de conflit de génération entre vous et Esteban, par exemple. Comment on gère les égos sur scène? Disons que ça fait tellement longtemps qu'on joue ensemble que... Oui, en fait, on joue, c'est tout, c'est assez tranquille. C'est ce qu'on a à faire, c'est tout, on ne se pose pas de questions. Non, mais vous êtes auteur et il n'y a pas des velléités de la part des enfants de s'y mettre aussi, de vous imposer quelque chose. Voilà, ça. Mais ils ont aussi d'autres groupes par ailleurs, ce qui fait que finalement chacun s'y retrouve. Quand on joue ensemble, on fait mes chansons, mais eux, ils ont aussi un groupe qui s'appelle Copenhague, avec lequel ils ont fait un album. Qui est en train, de se terminer, disons, avec lequel ils jouent pas mal, mais ils ont aussi d'autres groupes en plus de Copenhague. C'est assez ouvert, disons. C'est pas un groupe où on joue juste nous et puis c'est tout. Oui, Martine. Non, j'écoute, j'attendais. Et au niveau de composition, ça s'est passé comment en fait, tout ce travail-là? C'est un travail qui a été fait en salle de répétition avant et ensuite enregistré home studio. Comment vous avez travaillé? Non, en général, toutes ces chansons-là, je les ai écrites. Et donc je fais la partie, la base de la chanson, donc la musique et les paroles. Et ensuite au niveau des arrangements, là par contre, on joue, on fait ça ensemble, disons, à trois. Alors il y a une chanson qui m'a marqué aussi dans cet album, c'est la dernière en fait. C'est une chanson qui s'intitule Je minimise. Donc c'est vous qui l'avez écrite, mais on retrouve encore la voix de Capucine. Alors comment vous avez réussi ce challenge? Elle n'est plus là. L'idée c'était que cette chanson, donc j'écris des paroles que je chante, mais j'ai aussi fait des paroles qui étaient spécialement pour Capucine et pour Paul. Et l'idée c'est qu'ils la chantent à deux. Et quand Capucine est venue au mois de janvier en Europe, on a enregistré les voix à ce moment-là, on avait fait la musique auparavant. On va écouter un peu un extrait de cette chanson. C'est très joli. c'est très beau. Enfin, je trouve. Je déboussole du nord au sud, je rame, je lutte. Je déchante, je déjante, je dérange quand ça m'arrange. T'intériorise, je minimise, tu somatises, je minimise, tu banalises, je minimise. Alors en fait, quand vous avez écrit ça, vous pensiez déjà à comment réaliser le chant après? Oui, disons que là les paroles ont été écrites exprès pour Capucine et Paul, donc il y a dans ce que ça dit, en fait ça correspond pour moi à leur personnalité ou à leur personnage. Capucine, elle a l'habitude de minimiser? Non, pas du tout en fait. Mais si vous voulez, c'est une chanson, c'est pas la réalité, donc on peut se permettre une certaine liberté. C'est vrai, oui. C'est exact. C'est très agréable à écouter. Bon, évidemment, les paroles, on entend quelques-unes simplement, mais et tout l'album est comme ça? Alors, il y a des morceaux qui sont un peu plus acoustiques, et des morceaux qui sont un petit peu plus nerveux, un peu plus électriques. Donc voilà, mais globalement, disons que les thèmes sont à peu près les mêmes. Et je pense que d'une manière, ce qui est commun à toutes ces chansons, c'est une espèce d'authenticité, je pense. Alors, sortir un album aujourd'hui, ça implique un investissement aussi, parce que... Extrêmement lourd. Non, mais on peut aussi ne pas sortir d'album et puis se mettre sur des plateformes de téléchargement. Oui, mais c'est ce en fait, vous avez choisi. Oui. Mais là, disons qu'on a choisi de faire un album pour avoir quelque chose de complet. C'est vrai qu'envoyer des fichiers sur Internet, c'est une chose, enfin c'est ce qu'on va faire aussi pour que les gens puissent avoir accès plus facilement à la musique, mais je trouve que c'est un côté un peu impersonnel et un peu pas fini, si vous voulez. Là, on a quelque chose de fini, il y a des photos, il y a un ordre aux chansons, enfin il y a une... Vous avez l'intention de faire des radios aussi bientôt Voilà, donc là l'idée c'est, comme je l'ai fait précédemment sur mon album d'avant, d'envoyer aux radios, puis si possible faire une tournée de radio, puis après ça permet d'avoir des contacts
pour jouer à droite à gauche. Parce que là, on joue beaucoup à Paris et puis dans les Ok, donc l'album, on peut le retrouver à quel endroit vous allez sur le MySpace qui est indiqué sur l'album et qui est indiqué sur les autocollants, que je distribue à tous les gens qui ont un frigidaire. Ok. C'est spécial collé sur les frigidaires. D'accord. En plus, il est joli. Voilà. Donc je vous en donne un. Mais avec plaisir. Voilà. Merci. Et puis je vous en donne un aussi. C'est parfait. Donc vous avez, si vous avez plusieurs frigidaires, vous avez droit à plusieurs autocollants. Merci. Et c'est comme l'hiver, à ne pas rater. Et puis très rapidement, je vous rappelle que ce soir, il y a la possibilité d'aller, grâce à la MJC de Corbeil-Essonnes, à la soirée festive animée par El Senior Igor. Il y aura demain, l'âme, bien sûr, à l'espace Jean Monnet à Étréchy. Demain et dimanche, rencontre entomologique, Bourse Exposition Internationale d'Insectes. Et ne loupez pas demain de merveilleux contes. Et ça se passe à Bruyères-le-Châtel, sur le bassin de Trévois. Et ce soir au plomb, il y a Gang, groupe mythique. Gang, groupe mythique. Et on aura plein de choses à vous dire lundi également. Salut. Réussir en Essonne, toute l'info des entreprises essonniennes. Elles se développent, elles grandissent, elles évoluent, elles innovent, elles embauchent, elles exportent. Pour tout savoir sur l'actualité des acteurs économiques du département, ayez le réflexe Réussir en Essonne. 39 000 exemplaires, un magazine de 74 pages tous les 2 mois, un site internet, le www.réussir91.com, une newsletter mensuelle. Réussir en Essonne, votre magazine d'actu économique. Préparez-vous pour une rentrée musicale pleine de surprises avec le Rack Estival du 23 au 25 septembre. Laissez-vous envoûter par le Rhythm and Blues Rocksteady de Jim Norpel Memorial, dansez sur le rock disco de Skip the Use et venez redécouvrir l'humour décalé d'Oldelaf. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée en Essonne. Retrouvez toute l'actualité de votre département dans le Républicain de l'Essonne. Actualités locales, sport, emploi, cinéma, sorties près de chez vous. Toute l'information qui vous intéresse dans le Républicain. Chaque jeudi, 1,10 € chez votre marchand de journaux. Le Républicain, c'est aussi sur www.lerepublicain.fr. Météo vous a été présenté par la chaîne météo.com, toutes vos prévisions météo sur Internet. Bonsoir, c'est par la foudre que nous allons commencer. Plus de peur que de mal, vacances forcées pour les élèves du collège des Tuileries à Saint-Germain-les-Corbeilles. Hier, en début d'après-midi, un violent orage s'abat sur la ville. La foudre tombe sur le toit de l'établissement. Des dégâts essentiellement matériels et des pannes d'électricité ont été constatés dans le quartier. Amélie Patéron s'est rendue sur place ce matin. Des portes closes et une affiche fermée jusqu'à nouvel ordre. Pas de cours aujourd'hui donc au collège des Tuileries. Hier vers 14h30, la foudre s'abat violemment sur l'établissement. Les dégâts sont essentiellement matériels, les systèmes électriques sont HS. On a entendu un gros boom. Après on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est un arbre qui est tombé sur la cantine et dans le gymnase il y a eu un éclair qui est passé dans le gymnase. Peu de victimes mais quelques crises d'angoisse et d'épilepsie. Un enfant a reçu des éclats de verre et a été conduit à l'hôpital. J'ai un copain qui a été terrorisé parce qu'il l'a vu l'orage tomber.
L'impact a été ressenti plusieurs centaines de mètres aux alentours de l'établissement. J'étais chez moi, fenêtre fermée, mais pareil, l'impression d'un grand flash qui passait à travers la fenêtre. Ça fait peur, c'est impressionnant, j'ai entendu les bris de verre, j'ai cru que c'était chez moi, j'ai tout vérifié, c'était pas là, donc c'était sur le collège. Et non, c'était impressionnant. Des réparations vont être entreprises au sein de l'établissement, les 700 élèves devraient rapidement retrouver leur classe. En attendant, une permanence est assurée. Le président de la République, comme prévu sur le plateau de Saclay, le chef de l'État accompagné par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de celui de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, de Nathalie Kosciusko-Morizet pour ce qui concerne la prospective et le développement de l'économie numérique. Toutes ces personnalités, bien entendu, concernées par l'avenir du plateau. Nicolas Sarkozy en a profité de cette visite en Essonne pour confirmer les transferts de grandes écoles, transferts qui indisposent fortement le maire de Paris. Maintenant, nous pouvons envisager la création d'un véritable campus scientifique et technologique à Saclay, en concentrant ici la masse critique nécessaire. Alors, je vais vous annoncer aujourd'hui l'établissement sur le plateau de Saclay. Les décisions sont prises. d'AgroParisTech, de l'École centrale de Paris, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. La création d'un pôle biologie, pharmacie, santé qui s'appuiera sur les équipes de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris-Sud. L'école normale supérieure de Cachan viendra ici. L'ensemble école des mines de Paris, Institut des télécoms également. Et puis le chef de l'État en a profité pour promotionner ce qui fera entre autres plaisir à Jean-Paul Huchon, le projet de métro en rocade. Alors cette visite, réaction de François Lamy pour la communauté d'agglomération du plateau. L'État doit les laisser s'organiser entre eux, les élus, nous dit François Lamy, au sein d'intercommunalités librement choisies. Il faut à présent, poursuit-il, dépasser les déclarations d'intention et nous attendons des actes. Fin de citation. Politique toujours avec cette fois Manuel Valls, pas très content ou plutôt méfiant. En tout cas, le député maire d'Evry, mais surtout candidat à la présidentielle, réclame des éclaircissements à propos de déclarations de proches de Martine Aubry concernant les primaires au PS. On parlerait d'entente entre le numéro 1 du parti, donc la numéro 1 du parti, et Dominique Strauss-Kahn pour un processus de primaire de confirmation, pas confiscation, dit Manuel Valls. À suivre. Et puis Marine Le Pen en Essonne, la vice-présidente du Front National, à la rencontre aujourd'hui de ses militants à Saint-Germain-les-Arpajons. On en vient à cette fameuse querelle de chiffres à propos de la mobilisation anti-réforme des retraites d'hier. D'un côté un petit peu moins d'1 million de personnes, de l'autre 3 millions. Quoi qu'il en soit, est-ce que ça sert à quelque chose de manifester encore à l'heure actuelle contre cette réforme? C'est la question à laquelle un certain nombre d'Essonniens ont répondu. Non, ça le fera pas réfléchir. Moi, je suis tout à fait d'accord pour la retraite à 62 ans. J'espère que ça va bouger quand même. Ça va avoir un impact. Ce sera un impact limité. Je pense pas que ça fasse changer grand-chose. Je n'en ai absolument aucune idée. L'essentiel, je pense que c'est de se mobiliser. C'est ça le plus important. Tout est déjà bien voté, bien en place. Une grève, ça sert toujours à quelque chose. Je suis pas Nostradamus. Douter sûrement, mais réfléchir, je sais pas. Peut-être le Sénat va amender un peu le projet. C'est ce que j'espère. Non, ça fera pas pencher le gouvernement. Malgré nos choix, la population est toujours après. Ils sont fermes sur leur prix. Ça risque d'être un peu délicat en fait. Je pense qu'il y a eu moins de mobilisation hier qu'auparavant. Ça peut débloquer la chose. C'est une décision qu'il faut prendre. Les luttes ont toujours payé un jour ou l'autre. De façon générale, j'ai pas eu l'impression que les dernières grèves, elles avaient un impact particulier sur les décisions qui étaient prises au gouvernement comme au Parlement. Le nombre d'enfants obèses aurait baissé en France dans les années 2000, ce qui ferait de notre pays une exception dans le monde, si l'on en croit les résultats d'une étude de l'OCDE. Explication Christophe Garnier. 200 enfants essonniens font actuellement l'objet d'un suivi particulier de la part des médecins concernant leur surpoids. Mais au niveau national, une récente étude affirme que le nombre d'enfants touchés d'obésité et âgés de 5 à 6 ans serait en diminution. Il serait passé de 14% en l'an 2000 à 12% en 2006. Cause de cette baisse, des campagnes d'information efficaces qui sensibilisent les parents. Les parents sensibilisent les enfants, ce qui est nouveau, à ce qu'ils mangent. C'est quelque chose qui n'était pas par le passé.
Il subsiste pourtant de vraies inégalités sociales face à l'obésité. Les familles les plus précaires continuent à être les plus touchées et les facteurs à risque peuvent se cumuler. Un enfant qui passe plus d'1 heure par jour devant un ordinateur, par exemple, a un risque de surpoids supérieur de 30%. On sait que quand il y a une obésité dans la famille, il y a 4 fois plus de risque d'être obèse. Quand les 2 parents sont obèses, il y a 8 fois plus de chances, de risque plus exactement, d'être obèse. Donc il y a un facteur génétique aussi. Les médecins estiment qu'environ 16% des collégiens essonniens souffrent de surpoids ou d'obésité. Une prévention difficile car elle doit s'installer dans le temps et être détectée tôt. L'obésité étant invisible chez un enfant en bas âge. Sachez également que la plus célèbre fête des plantes a ouvert ses portes aujourd'hui dans le domaine de Saint-Jean-de-Beauregard. Le thème de cette édition d'automne est intitulé « Les pépiniéristes acteurs de la biodiversité », reportage de Bertrand Tang. C'est une terre de paradis pour les amateurs de végétaux. Cette saison, la biodiversité est à l'honneur. Des milliers de variétés sont proposées par 185 producteurs venus de toute l'Europe. Ils préservent un nombre immense d'espèces qui sont utiles après ça aux insectes et tout ça. Et nous perdons chaque année beaucoup d'espèces, notamment en fruits ou en légumes. Et c'est très important de conserver ce patrimoine. Donc nous avons voulu mettre l'accent là-dessus cette année. Exposant depuis 6 ans à la fête des plantes, Pascal contribue à sa façon à la biodiversité. Nous, on a apporté une centaine de variétés différentes, en 60-70 espèces. Donc on a quelque chose de vraiment très hétéroclite. On a des bambous non traçants qu'on peut mettre au jardin, des bambous traçants. On a beaucoup de graminées aussi qui ramènent de la légèreté dans le jardin. Chaque année, les fidèles fleurissent de plus en plus à la fête des plantes. Josiane, retraitée, ne manque aucun rendez-vous. Et je viens tous les ans faire mon petit tour aussi bien au printemps qu'à l'automne pour voir les fleurs, tout ce qu'il peut y avoir. Par exemple les fleurs de saison, on va dire, ou les fleurs d'automne. C'est un endroit très agréable, il y a plein d'espèces diverses. Les jardiniers en herbe ont jusqu'à dimanche pour se faire la main verte auprès des pépiniéristes. La Nuit des chercheurs, presque toute l'Europe y participe aujourd'hui. 20 villes en France pour ceux qui désirent se documenter d'une manière très festive, petit ou grand. C'est jusqu'à minuit, par exemple, à Polytechnique Palaiseau. Et on termine en musique avec des images filmées au plan de Rissorangis. C'était en 2004, Max Romeo en compagnie des Éthiopiennes chantait Selassie Forever. Max Romeo, légendaire reggaeman jamaïcain, ce soir, place Saint-Michel à Morangis. Aujourd'hui, on va préparer un petit peu ton contrôle d'anglais, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est bon, j'ai déjà révisé. Par contre, j'ai une copine qui est dans ma chambre. Elle est hyper sympa. Hein. Elle peut venir? Il y aura plus d'ambiance. Ouais, pourquoi pas, vas-y. Ouais. C'est bon, tu peux venir. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans la même classe toutes les deux? Ouais. Et c'est qui la meilleure en anglais? Moi. Mais tu rigoles, t'as un accent pourri. Tu parles jamais en classe. Je préfère pas lever la main quand on voit les conneries que peuvent dire certains. Tu parles pour moi? Moi, je préfère dire des choses intelligentes, tu vois. Bah tu risques pas souvent de lever la main alors. Bon, on peut faire court, ça vous embête pas? On peut parler, non? Et on pourra pas le faire en anglais? Avec son niveau, ça va être dur. Oui, mais au moins elle essaye. À ça, pour essayer, c'est comme avec les mecs. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle se prend comme râteau? Tu peux ouvrir un truffaut. T'as vu ta gueule? Mais dégage! T'avais raison, il y a beaucoup plus d'ambiance quand on bosse à plusieurs.